Et là, qu'est-ce que j'entends ? Là, j'entends un podcast de Binge Audio. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers émois ? De votre premier crush du collège ou de cette personne qui vous obsédait au lycée ? Est-ce que vous vous souvenez de la fois où vous avez passé ce cap de se tenir la main dans les couloirs ? Nos premières fois sont charnières dans notre construction en tant qu'individu, mais aussi dans la mise en place des normes sociales et donc des dynamiques de pouvoir. Car pour beaucoup, c'est au cours des premières relations amoureuses et sexuelles que les filles deviennent des femmes et les garçons des hommes. Dès cet âge-là, l'initiation à la masculinité, avec tous les stéréotypes et les codes qui y sont associés, imprègne nos liens avec les autres. Comment les ados d'aujourd'hui vivent leurs premières relations ? En quoi l'apprentissage du couple est un apprentissage de l'hétérosexualité, et donc du genre ? Qu'est-ce que le tournant MeToo a changé dans les relations entre ados ? Mon invitée a enquêté sur ce sujet pendant 20 ans. Elle a suivi les trajectoires de 120 jeunes de milieux très différents pour qu'ils et elles lui racontent leurs amours adolescentes. Je m'appelle Naomi Titi. Vous écoutez l'épisode numéro 106 des Couilles sur la table, un podcast créé par Victoire Tuaillon. Bonjour Isabelle Claire. Bonjour. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, au sein de l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux. Vous avez écrit plein d'articles universitaires et plusieurs ouvrages, dont Les jeunes et l'amour dans les cités en 2008, Sociologie du genre en 2015, les deux sont parus aux éditions Armand Collin. Et aujourd'hui, on va surtout parler de votre dernier ouvrage au très beau titre, Les choses sérieuses, enquête sur les amours adolescentes, paru en 2023 aux éditions du Seuil. Bon, pour commencer, on va un peu planter le décor. Est-ce que vous voulez bien nous présenter brièvement votre terrain d'enquête pour ce livre ? Bien sûr, donc j'ai mené une enquête au long cours sur 20 ans et j'ai fait ce qu'on appelle en sociologie de la comparaison ethnographique. C'est-à-dire que moi, je fais pas des statistiques, je fais pas non plus des enquêtes par entretien. Je m'installe en fait quelque part, pas forcément pour y vivre à plein temps, mais en tout cas, je reviens sur les lieux pendant plusieurs années. Donc à chaque fois, je fais ce qu'on appelle un terrain qui dure 2 à 3 ans. Donc le premier, je l'ai fait au début des années 2000 dans des cités d'habitat social en banlieue parisienne. Le deuxième en milieu rural, autour de la Sarthe, et le troisième dans des quartiers bourgeois parisiens. Et à chaque fois, en fait, ce qui m'anime, c'est de rencontrer des jeunes, donc à chaque fois des filles et des garçons qui avaient entre 15 et 20 ans. Et j'essaie de suivre leur quotidien, et notamment leur quotidien amoureux, leur entrée, un moment particulier, en effet, d'entrée dans la sexualité. Comment la norme du couple, elle s'impose dans la vie des ados que vous avez rencontrés ? Alors en fait, tout se passe autour de 14 ans, souvent au milieu du collège, milieu-fin du collège. Les jeunes que j'ai rencontrés sur tous mes terrains, là pour le coup, il y a plein de choses qui varient en fonction des milieux sociaux, mais pas tout. Il y a des choses aussi qui sont très transversales et vraiment, la première chose la plus transversale, c'est ça, c'est que les jeunes qui, pour la majorité d'entre eux, ne sont pas en couple, comme c'est le cas de toute façon depuis leur enfance, se disent à partir de ce moment-là célibataires. Et le mot du célibat, c'est le mot du couple en fait, c'est l'extériorité par rapport au couple. Et donc ce qui apparaît à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle en sociologie la norme conjugale, c'est-à-dire l'attente, le désir d'être en couple comme quelque chose de convenable, de prestigieux socialement. Et cette norme conjugale, elle n'arrive pas à 30 ans, elle arrive autour de 14 ans. L'attente sociale est forte pour que, au fur et à mesure que l'adolescence se passe et surtout qu'elle se termine, on ait vécu au moins une fois cette expérience-là qui est chargée d'enjeux. Et dans la première partie de votre livre, vous expliquez que dès l'adolescence, cette expérience du couple et cette norme conjugale qui s'installe, en fait, c'est comme une parade. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Et à quoi on le voit avec les garçons, notamment ? Alors la parade, ça veut dire que d'abord le couple, c'est la partie en fait, y compris pour les adultes, c'est la partie statutaire, ce qu'on donne à voir à un public en fait. Il y a l'amour, les affects, ça c'est plus ou moins secret, c'est plus ou moins public. La sexualité, c'est en partie secret, mais le couple, qui est la forme majoritaire en fait, à travers laquelle les gens font et du sexe et échangent des sentiments amoureux, c'est vraiment ce qu'on donne à voir aux autres. Et donc la parade, c'est d'abord dans ce sens-là, on se donne
à voir, et pour les garçons, on se donne à voir comme un vrai garçon. C'est-à-dire un garçon qui n'est pas un PD. Donc ça, je vais dire quelques gros mots, mais assez peu. Mais celui-là va revenir à plusieurs reprises, parce qu'une des raisons pour lesquelles les garçons veulent être en couple, alors un couple particulièrement à 14 ans, mais tout au long de l'adolescence, ça peut durer 3-4 jours, ça peut durer 2 ans, c'est très variable, il n'y a pas de cohabitation. Mais par contre, il y a cet enjeu de se montrer en couple, de montrer d'une part pour les garçons qu'on désire bien les filles et pas les garçons, qu'on sait faire, qu'on sait s'y prendre, qu'on a pris l'initiative, qu'on y est arrivé, qu'on s'est pas pris un râteau d'emblée, donc qu'on est populaire. Et donc ça, c'est un enjeu très important, parce que la figure du PD, c'est pas seulement le garçon qui a des rapports sexuels avec d'autres garçons, c'est un garçon qui n'est pas assez viril, qui ne sait pas y faire. Et dans les choses que doivent savoir faire les garçons, il y a plein de choses, mais il y a notamment savoir serrer les filles, savoir pécho, savoir draguer, etc. Donc ça, c'est un enjeu fondamental à cet âge-là. Donc du coup, la parade, ça a 2 sens. C'est une parade de genre, montrer qu'on est un vrai mec, et ça sert à parer, c'est-à-dire à se défendre à ce moment-là, les filles d'une autre façon, mais les garçons sont vulnérables parce qu'ils doivent sortir du statut d'enfant, montrer qu'ils sont plus des petits, qu'ils sont en passe de devenir des hommes, et ça se fait pas forcément simplement, en fait. C'est un processus qui peut être un peu long, et parfois donner lieu à de la violence, à des moqueries. Donc le couple est une des ressources pour contrer tout ça, en fait, contrer la suspicion, la moquerie. Cette injure homophobe, le fait de vraiment vouloir se distinguer du PD, pour les citer, c'est présent dans tous les terrains, à la fois dans les cités populaires de la banlieue parisienne, à la fois dans les milieux ruraux, à la fois dans Paris. Alors c'est présent partout, mais très différemment perceptible. Dans les classes populaires, donc que ça soit en banlieue parisienne ou en milieu rural, puisque les jeunes que j'ai rencontrés en milieu rural appartenaient tous, eux aussi, aux classes populaires. Dans cette classe sociale, la figure du PD et le mot PD est prononcé de façon quotidienne, sans gêne, y compris en ma présence. Alors, ça tient aussi au fait que sur mes 2 premiers terrains, j'étais plus jeune. Donc, quand je suis arrivée sur mon 3e terrain dans la bourgeoisie parisienne, non seulement je ressemblais aux mamans des gens que j'avais en face de moi, donc ça, évidemment, ça inhibe certaines choses, et en particulier la violence verbale. Ça inhibe pas tout, mais ça inhibe ça. Et dans la bourgeoisie, notamment la bourgeoisie que j'ai enquêtée, c'est-à-dire celle qu'on appelle la bourgeoisie culturelle, pas la bourgeoisie catholique du 16e arrondissement, mais plutôt la bourgeoisie qui aime la culture du 17e, du 18e, du 11e. Dans cette bourgeoisie-là, il y a une nouvelle norme qui a quelques années, mais qui est très présente, qu'on appelle la gay friendliness, c'est-à-dire la tolérance à l'homosexualité, aux homosexualités, qui n'est pas qu'un vernis, qui est quelque chose qui vraiment affecte les gens, mais qui est aussi un vernis au sens où cette norme-là, en fait, interdit que l'homophobie explicite soit dite, et en particulier face à quelqu'un comme moi. Et donc j'ai mis plus longtemps, en fait, sur ce 3e terrain à découvrir que quand même la figure du PD comme figure reposoire pour les garçons était très présente, et c'est des garçons gays qui me l'ont dit. Je pense par exemple à un garçon que je cite dans l'ouvrage, Barthélemy, qui me raconte en fait comment les garçons, donc lui est scolarisé dans le 16e, a plutôt des amis, il est en filière littéraire, il a plutôt des amis dans le nord-ouest de Paris, et il me raconte en fait les différentes façons dont s'exprime l'homophobie dans ces milieux sociaux-là, de façon plus frontale dans le 16e, en fait, avec y compris plus de violence physique, et dans les quartiers plutôt 18e, 17e, une violence beaucoup plus ténue, beaucoup plus basse tension, qui s'exprime plutôt sur oh là là, lui c'est un PD, il va me toucher, il va me faire ci, il faut se mettre à distance. Et donc j'ai retrouvé cette chose que j'ai retrouvée partout, mais voilà, avec des registres, des façons de se dire et de se montrer différentes, qu'il faut mettre à distance la contagion, et surtout ne pas risquer d'être perçu comme étant soi-même, soit en déficit de virilité, soit même suspecté de désirer les autres garçons. Et comment ils le vivaient, les garçons gays que vous avez rencontrés, justement ? Alors les garçons gays que j'ai rencontrés, d'abord je n'en ai rencontré qui s'affirmaient comme tels que sur ce 3e terrain, parce que la norme de la gay friendliness fait ça, en tout cas dans les filières littéraires. C'est beaucoup moins vrai dans les filières scientifiques, qui sont des filières plus masculines, et où l'hétérosexualité masculine est beaucoup plus mise en avant, sans que ce soit forcément dit. Et donc les garçons gays que j'ai pu rencontrer, qui avaient des histoires avec d'autres garçons, ce que j'ai su
plus ou moins indirectement, qui étaient dans les filières scientifiques, faisaient, comme les garçons de classe populaire des cités d'habitat social et de milieu rural, ce qu'on appelle des passings hétéros, c'est-à-dire faisaient en sorte de passer pour hétéros. Et là, le couple, c'est formidable parce que, y compris quand on n'a pas trop de sentiments pour la fille, y compris si on n'a pas de désir, et même si ça dure que quelques jours ou quelques semaines, c'est une super parade pour faire un passing hétéro et, comme disent souvent ces garçons, brouiller les pistes. Alors ça, c'est particulièrement utile au collège où vraiment la norme hétérosexuelle est très forte, où la conformité sociale, le conformisme, parce que c'est un moment d'apprentissage des conventions sociales, donc c'est un moment où il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Plus on vieillit, plus, selon les lieux, il peut y en avoir. Donc j'ai retrouvé, en fait, chez les garçons de filières scientifiques, des choses assez proches, en fait, des garçons qui sont plus soit en filière professionnelle, soit de toute façon qui appartiennent aux classes populaires, alors que les garçons des filières littéraires étaient plus facilement, ouvertement, s'assumer, comme ils disaient, comme gays, parce que ça leur attirait aussi des avantages, c'est-à-dire que dans ces segments-là très spécifiques, à l'intérieur de la bourgeoisie culturelle, être gay à 16 ans, 17 ans, l'affirmer dans son look, dans ses choix culturels, musicaux, etc., c'est un peu l'avant-garde culturelle. Donc c'est aussi, on est dans un moment très tendu sur ces questions-là, où il y a un backlash très fort, mais où il y a aussi une fierté qui s'exprime et qui, dans ce milieu-là, peut être très, très valorisée, et notamment très valorisée par les filles. Donc, avoir un copain gay dans un groupe de filles, ça fait partie des accessoires qu'il faut avoir. Et les garçons, ça les protège, en fait, de la violence des garçons hétérosexuels, d'être plutôt avec des filles. Et les filles sont protégées, elles aussi, des garçons hétérosexuels et de l'éventuelle violence contenue dans les relations avec eux, parce que des garçons gays n'ont pas de désir sexuel. Enfin, ils peuvent ne pas être que doux, hein, mais en tout cas, la question de la violence sexuelle et du désir ne se pose pas avec eux. Donc, il y a une alliance de fait entre elles et eux. Par contre, une chose qui est vraiment partout, y compris dans les filières littéraires, c'est que le couple, pour les garçons, c'est différent pour les filles, mais pour les garçons, le couple est forcément hétérosexuel. C'est-à-dire que les garçons gays, explicitement gays, que j'ai rencontrés s'affirmant comme tels sur mon 3e terrain, quand ils avaient des relations amoureuses ou sexuelles, y compris très conjugalisées, c'était en dehors de l'école et donc en dehors des fêtes du samedi soir, en dehors de l'espace vraiment du quotidien. Les rencontres se faisaient sur les applications, ce qui n'est pas le cas pour les autres, à distance en fait du regard des autres. Donc y compris dans ce milieu social-là, la conjugalité pour les garçons, c'est hétéro. Et je renvoie nos auditeuristes au travail de Sylvie Tissot sur la gay friendliness qui est vraiment intéressant. Elle avait fait un entretien dans le podcast Camille de Camille Regache sur la norme hétéro où elle décortiquait ensemble cet aspect-là. Et c'est marrant parce que ce que vous dites sur la double valorisation pour les garçons gays et pour les filles populaires de s'allier pour avoir un groupe fort et puis plutôt valorisé populaire au collège ou au lycée, on le retrouve beaucoup dans la pop culture, dans les séries. Il y a beaucoup ce trope du meilleur ami gay. Et pour en revenir aux garçons hétéros, comment est-ce qu'ils conçoivent le couple et l'amour à cet âge-là ? Alors évidemment, ça dépend. C'est toujours pareil, quand on fait de l'enquête de terrain, on rencontre des individus, donc il y a évidemment plein de façons. Il y a les garçons très amoureux, ceux qui sont amoureux mais qui ne le disent pas, ceux qui ressentent rien, puis le couple, l'amour, tout ça, c'est des trucs de filles, ça les intéresse pas. Donc évidemment, il y a beaucoup de variétés. Puis en fait, les plus jeunes sont quand même particulièrement à distance et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ça devient de plus en plus une question pour eux. Et malgré toutes ces différences, ces singularités individuelles, ce qu'on retrouve du côté des attentes sociales, de la norme, de ce qui est convenable, c'est ça que les sociologues évidemment essaient de capter, c'est que pour les garçons, être en couple, montrer qu'on sait faire, c'est important, ça fait partie des choses qu'il faut savoir faire, mais c'est une chose parmi d'autres. Pour les filles, l'amour, le couple, tout ça c'est central, et c'est censé être central, c'est-à-dire que pour les filles, pour qui c'est pas très important, c'est un problème. Alors que pour les garçons, au contraire, ils doivent en permanence faire la preuve qu'ils sont à distance de l'amour, du couple et même de la sexualité. Ils doivent être désinvoltes. C'est même pas peur, je suis prêt. L'enjeu pour les garçons, c'est de ne plus être puceau et de savoir y faire. Donc la question de la désinvolture et de la distance, notamment à l'expressivité des sentiments, c'est un enjeu quand même important. En général, et particulièrement dans les discussions collectives entre garçons, ce qui compte, c'est de montrer qu'on sait y faire et qu'on n'y attache pas trop d'importance. Et ça, c'est vraiment une dimension
sont très très importantes parce que dans la rencontre hétérosexuelle avec les filles, ça pose des problèmes dans les couples, puisque les filles, très régulièrement, se plaignent du manque d'expressivité amoureuse des garçons, alors même que les garçons qui en expriment se sentent en danger. Un garçon de mon premier terrain que j'ai appelé Kamel, donc tous les prénoms que j'ai donnés sont des pseudonymes, qui me racontait, donc lui il était en couple depuis 6 mois avec la même fille, 16 ans, donc il était déjà installé alors qu'il était encore très jeune. Il était plutôt très amoureux, mais il disait, mais nous on est des crevards, enfin, entre nous on parle de sexe, on parle pas d'amour, c'est les canards qui parlent d'amour. Donc il y avait vraiment une typologie très forte du garçon qui se fait mener par le bout du nez par des filles, en fait, parce que c'est aussi une logique de pouvoir qui est derrière. C'est cette idée que un garçon qui est trop amoureux, qui est trop pris dans ces questions-là, en fait, c'est un garçon féminin, donc on retombe dans la suspicion du PD. Et le crevard, alors le crevard, ça peut être le radin, mais le crevard, d'un point de vue sexuel, c'est celui qui crève, c'est le pénétrant, c'est le garçon viril, etc. Le genre a ceci de particulier dans tous les rapports de pouvoir qui traversent la société, qu'il est fondé sur ce qu'on appelle la dichotomie, c'est-à-dire tout ce qui est masculin, c'est pas féminin, et tout ce qui est féminin, c'est pas masculin. Ça, c'est vraiment une dynamique du genre très forte et qu'on retrouve complètement dans ces histoires, qu'on retrouve partout, en fait, dans toutes ces expressions, et très fortement dans la rencontre hétérosexuelle, sexuelle, amoureuse, etc. C'est que les filles, c'est les sentiments, les garçons, c'est la sexualité. Et cette dichotomie-là, c'est vraiment... tout le monde y tient, parce que c'est une façon, là encore, de montrer qu'on est un vrai mec, qu'on est une vraie fille, etc., etc. Et justement, pour les filles, à l'inverse, les enjeux autour de la mise en couple à l'adolescence sont très différents. Et à ce sujet, j'aimerais qu'on écoute un petit extrait. Moi, je vais parler de ma sœur, parce que c'était une des filles de la cité. Et la pauvre, moi, elle n'avait pas le droit d'avoir un petit copain. Et puis, je lui ai dit, le premier petit copain que tu vas avoir, c'est à 16 ans minimum. Puis, en plus, je veux le voir avant. Puis, je veux lui parler. Puis, après, je te donne mon feu vert. Puis, après, on verra. Non, alors, fou. Alors, c'était hyper cadré, quoi. Puis, elle l'a fait, en plus. C'est-à-dire qu'elle m'a amené le mec. T'imagines le truc, à 16 ans, le mec, il se retrouve devant son grand frère. Et puis, il faut qu'il négocie le fait de juste aller l'amener au cinéma. Tu vois. Donc, elle a grandi comme ça, elle. Parce que, tu sais, à mon avis, quand tu connais les hommes trop tôt, et vu que l'être humain est amené à évoluer dans le temps. Donc si tu connais des mecs à 11 ans, 12 ans, à 16 ans, tu couches, quoi. Alors si tu connais des mecs à 16 ans, théoriquement, dans les 20 ans, tu te maries et tu couches, ça va. On reste dans une espèce de norme un peu à l'ancienne. Moi, j'ai jamais eu de copine dans la cité. Pourtant, il y en avait quelques-unes que je trouvais mignonnes, mais je crois qu'on pouvait, vu qu'il y avait un peu cet état d'esprit de famille, tu pouvais pas toucher les meufs de la cité, quoi. D'ailleurs, je crois que tu pouvais pas toucher les meufs de la cité, il fallait aller te servir ailleurs. Pas ici, quoi. Ici, c'est la famille, tu vois. Tu fais pas tes conneries ici. Je crois que les femmes de là-bas ne pouvaient pas, si elles avaient envie d'avoir une vie sexuelle délurée, je crois qu'elles pouvaient pas, parce qu'elles auraient été très mal vues. Pourtant, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, en fait. En vérité, c'est ça. Mais je pense qu'à la cité, c'était pas possible. Donc si les filles voulaient faire des trucs, je pense qu'elles le faisaient comme nous ailleurs. Elles le faisaient pas dans la cité. Alors, c'était un extrait du podcast documentaire La Cité des Hommes de Seam Boutata, qui est réalisé par Samuel Hirsch et produite par Arte Radio. Elle est retournée voir en fait ses amis de sa cité avec qui elle a grandi. Est-ce que ça résonne avec ce qu'on vous a raconté ? Bah oui, énormément. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est un homme plus vieux qui revient de manière critique sur son adolescence, et donc du coup, il dévoile en fait des choses que j'ai vues moi aussi depuis un autre point de vue, depuis l'enquête sociologique. Donc, une des caractéristiques des relations amoureuses dans les cités d'habitat social, c'est qu'elles sont clandestines, en effet, enfin à l'adolescence en tout cas. Donc, elles sont cachées. Alors, ça veut pas dire qu'il y en a pas. Comme le dit cet homme, les filles, leur activité sexuelle, elle est forcément fortement contrainte par cette histoire de clandestinité et d'autorisation par le grand frère. Donc la figure du grand frère, c'est une figure récurrente. Je trouve hyper intéressant qu'ils disent que c'est la famille. Et en effet, il y a une perception comme ça que la cité, d'abord c'est un quartier où tout le monde se connaît, c'est une chose que j'ai retrouvée dans les villages par exemple. L'interconnaissance, c'est quelque chose d'hyper important. C'est pareil en fait dans un lieu de travail, un village, un quartier dans une cité, contrairement à une grande ville. De quoi parlent les hommes ? Ils parlent du foot.
Et il parle d'argent éventuellement, et il parle de la sexualité des femmes. Et c'est un enjeu à la fois de cohésion du groupe et de cohésion du groupe des hommes à l'intérieur du groupe, qui est le groupe dominant quand même. Et dans cet espace, les filles traversent, et donc les filles sont en permanence regardées. Donc elles ont tendance à surtout ne jamais être seules, parce qu'une fille seule, et ça je l'ai retrouvé jusque sur mon dernier terrain, avec des dynamiques un peu différentes, mais une fille seule, c'est-à-dire une fille qui n'est pas accompagnée d'un garçon ou de copine, c'est une fille qui est disponible en fait, qui n'appartient à personne et qui donc est à disposition de tous. Donc c'est une fille non seulement sur laquelle on peut avoir des soupçons, mais en plus qui est potentiellement en danger. C'est pas pour rien que les femmes, quand elles traversent seules l'espace public, la nuit, dans certaines circonstances, en portant certains vêtements, ont un sentiment d'insécurité. C'est parce que de toute façon, ça ne va pas de soi. Alors dans les quartiers où tout le monde se connaît, évidemment, rien ne passe inaperçu, et donc les filles, le plus souvent, sont dans l'espace public, soit entre copines, soit avec un but. Elles vont à l'école, elles vont faire des courses, elles promènent le petit frère, la petite sœur, voilà, elles ont un but. Parce que si elles n'ont pas de but, on peut soupçonner qu'elles aient un but sexuel. Elles cherchent. Et qui elles cherchent? Surtout pas les garçons de la cité, elles cherchent ailleurs, des garçons qui les dévaluent. Parce que c'est la famille, tout le monde se connaît, mais c'est aussi une expérience de la domination, et en particulier du racisme, qui fait famille. Et ça, c'est quelque chose évidemment qu'on retrouve beaucoup moins en milieu rural, où la majorité des jeunes sont blancs. Alors ils ont à faire face à des formes de mépris social, c'est les ploucs, mais en fait ils y sont pas confrontés quotidiennement, parce que ça c'est plutôt des représentations d'autres groupes sociaux dont eux ont plus ou moins conscience, ils le savent un peu mais ils le savent pas complètement, alors que les jeunes de cité, eux, ils font l'expérience du racisme, et les garçons particulièrement dans l'espace public par les contrôles aux faciès, etc. Et ce sont des garçons qui sont en partie dévalués, ils sont discriminés sur le marché de l'emploi, sur le logement, etc. Et donc le fait que les filles puissent les dévaluer localement, c'est-à-dire elles n'ont pas le droit d'avoir des relations avec les garçons localement, parce que ça met en danger le grand frère. Le grand frère, c'est pas seulement le grand frère de sang, c'est une figure d'autorité d'un garçon jeune, dont la réputation, dont la virilité est pour partie déterminée par la vertu en fait de la petite sœur. Donc de la fille qui doit bien se tenir, parce qu'une fille qui se tient bien, qui est convenable, qui circule pas trop dans l'espace public, qui a pas de relation amoureuse et donc dont on peut pas soupçonner qu'elle ait une sexualité, c'est une fille qui est bien tenue. Et elle est bien tenue par un garçon. Elle est appropriée. Elle est pas seule, en fait. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est très propre aux jeunes de cité qui vivent dans les cités d'habitat social, c'est l'idée d'une adversité très forte à l'extérieur. Et cette adversité très forte, elle dévalue les garçons. Leur valeur tient en partie au fait qu'ils savent tenir leurs filles et que leurs filles ne sont pas des traînées, enfin qu'elles valent plus que les autres filles, que les filles des autres groupes sociaux qui les méprisent par ailleurs. Là aussi, il y a de la fierté. À partir du moment où on appartient à un groupe qui est en partie stigmatisé, dominé, il y a des formes de retournement, dit le retournement du stigmate, et les filles elles-mêmes sont très investies de ça. Elles ont intériorisé très fortement parce qu'elles-mêmes aussi partagent en fait l'expérience du racisme, et parce qu'en plus, en tant que filles, on leur demande, on attend d'elles, que ce soit les parents, les garçons et les autres filles elles-mêmes, qu'elles soient loyales en fait à ces garçons qui se font maltraiter par ailleurs. Et donc c'est aussi le terrain dans lequel il y a de la contestation des rapports de genre, des petites sœurs qui se rebellent ou qui transgressent en loose day les lois des grands frères. Les grands frères parfois le savent mais ferment les yeux tant que ça se sait pas en fait. C'est des histoires d'images. Tout le monde sait que c'est un jeu social pour une grande partie, mais c'est un jeu dangereux. Le fait qu'une fille puisse avoir une réputation de pute, ça a des effets très forts sur le garçon, ça peut occasionner de la violence, y compris de la violence sexuelle. Donc c'est des enjeux de prestige social qui sont graves en fait. Et justement, ce stigmate qui plane un peu sur les filles, de surtout ne pas vouloir être associées à une pute, vous l'avez aussi retrouvé dans vos autres terrains. Comment ça se manifestait? Alors voilà, un peu de la même façon, enfin un peu différemment, mais en miroir en fait de la figure du PD. Pour les filles, la question qui se pose à elles, c'est pas tellement d'apparaître comme des vraies filles. Autant pour les garçons, le curseur du genre, c'est vraiment d'être à la hauteur du groupe dominant et être un vrai garçon. L'enjeu pour les filles, c'est pas tellement d'être féminine. Enfin, c'est un enjeu, surtout dans la relation amoureuse, mais c'est moins central que pour les garçons. Par contre, apparaître vertueuse, ne pas être une salope, avoir une réserve sexuelle, ça, à l'inverse, c'est quelque chose qui est attendu d'elle de façon très forte. Donc la figure de la pute, c'est quelque chose que j'ai retrouvé partout. Alors de la même façon que pour la gay friendliness, dans la bourgeoisie culturelle, tout ce qui a à voir en fait avec la violence verbale, le sexisme, l'homophobie, c'est quelque chose qui peut pas se dire facilement, qui se dit de façon beaucoup moins expressive et ordinaire, quotidienne,
lesbiennes que dans les classes populaires, mais ça se dit quand même, et notamment entre jeunes. Et donc sur ce troisième terrain, j'ai aussi trouvé le risque en fait que courent les filles dans ce moment de métamorphose de fille à femme. Il faut devenir une femme, mais sans être une pute. Et donc là, comme pour les garçons, le couple est une parade. Il sert à montrer que voilà, on désire le bon objet sexuel, on désire les garçons, etc. Les filles, à l'inverse, et de façon très contradictoire, doivent à la fois ne pas être coincées, avoir quand même une expérience, mais pas trop, et de façon cadrée. C'est-à-dire, c'est dans le cadre du couple. Ça permet aux filles de montrer, y compris quand c'est pas le cas, qu'elles ont des sentiments. Les garçons, eux, ils peuvent avoir des relations, y compris suivies, qui sont uniquement sexuelles avec des filles. C'est pas un problème, voire même, on attend plutôt des garçons qui savent différencier tout ça. Pour les filles, la sexualité, l'amour, le couple, ce sont des choses qui sont confondues, en fait. Et ça pose plein de problèmes aussi dans les relations ensuite entre les filles et les garçons à l'intérieur du couple, parce qu'ils n'ont pas la même définition, en fait, sociale de ce qui est convenable. Et ça a à voir, là encore, avec le genre, la domination masculine. C'est qu'il ne faut pas juste désirer les garçons, il faut les aimer. On attend des filles un don de soi, une remise de soi beaucoup plus forte que celle des garçons, qui au contraire doivent être un peu à distance, un peu désinvoltes. Les filles doivent être complètement données et appropriées à l'intérieur du couple. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai retrouvé partout. Et ça fait des situations surprenantes. Enfin, moi, ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça dans votre livre. Je me rappelle d'un témoignage d'une jeune fille qui disait qu'elle avait eu une relation sexuelle avec un garçon, je crois que c'était en soirée ou un truc comme ça. Et après, en fait, elle s'était sentie obligée de se mettre en couple avec lui, même si il l'intéressait pas tellement, parce que sinon, en fait, le stigmate était trop fort. Ouais, j'ai exactement la même histoire, en effet, que je raconte dans le livre, donc d'une fille que j'ai rencontrée en milieu rural et qui m'explique que voilà, elle était à une fête, elle avait bu et elle a eu un rapport sexuel avec un garçon. Et puis quand elle s'est réveillée le matin, là, tout le poids de la culpabilité sociale lui est tombé dessus. Et donc là, la question, c'était pas celle de savoir si elle avait voulu, pas voulu, etc. A priori, elle avait voulu, c'est pas ça qui était le problème pour elle. Le problème, en fait, c'est d'avoir eu un rapport sexuel avec un garçon dont elle n'était pas amoureuse, qu'elle connaissait pas avant et qu'elle risquait de ne plus revoir. Et donc, elle a inventé un couple, en fait. Alors, elle le dit pas de façon cynique. Elle le raconte pas comme moi, je le raconte en tant que sociologue, c'est-à-dire, elle s'est inventé un couple pour que ça passe et pour faire croire, en fait, a posteriori que, en fait, c'était une relation conjugalisée. Elle avait eu des rapports sexuels, mais voilà, ils étaient cadrés dans une relation à laquelle elle a mis fin 2 semaines après. Elle le raconte pas comme ça parce que elle-même devait se persuader que quand même, elle avait pas juste fait ça. Et ça, c'est vraiment une difficulté subjective en fait pour les filles qui est très forte, c'est qu'elles sont sur un chemin vraiment étroit. Entre la coincée et la salope, quand même, il faut... voilà, c'est pas facile. Et d'ailleurs, un mot qui revient beaucoup à leur sujet, c'est qu'elles sont bloquées, elles ont des blocages. Bah oui, c'est pas étonnant, puisqu'en fait, le chemin est étroit et que donc, ça bloque quand même assez régulièrement. Et cette invention de la relation, bah, c'est vraiment quelque chose que les garçons n'ont pas à faire, par exemple. Il y a d'autres choses qui pèsent sur eux, mais pour le coup, avoir une histoire d'un soir, au contraire, ça donne la preuve qu'on sait faire, qu'on y est arrivé et qu'on est désinvolte en fait, que tout ça, ça compte pas vraiment, c'est pas très grave. Par rapport aux filles, vous dites que le poids d'aimer les garçons était très fort. Est-ce que vous avez rencontré des filles lesbiennes sur vos terrains ? Alors, j'ai rencontré des filles qui avaient des rapports sexuels avec des filles et qui étaient amoureuses de filles et qui étaient en couple avec des filles uniquement sur mon troisième terrain, dans ce milieu social-là. Mais là, c'est pareil, c'est pas tout à fait pareil dans la bourgeoisie culturelle et dans la bourgeoisie qu'on dit économique, donc celle qui est plus sur l'argent, plus que sur la culture et plus proche souvent de la religion catholique. Il y a quand même des grandes différences à l'intérieur de la bourgeoisie. Mais en tout cas, la majorité des filles que j'ai rencontrées sur ce dernier terrain. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la majorité des filles de cette classe sociale. Moi, je fais de l'ethnographie, c'est pas représentatif. Par contre, ça ne dit pas rien quand même. La majorité de ces filles sont entrées dans la sexualité avec d'autres filles. Ça ne veut pas dire que c'est pas le cas dans d'autres milieux sociaux. Et en fait, on sait que c'est le cas aussi. Mais ça se dit beaucoup moins facilement. Dans ce milieu social-là, ça se dit. Ça peut même être mis en scène dans la cour du lycée, contrairement à ce qui se passe pour les garçons. Alors, pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a cette fameuse gay friendliness
qui autorise en fait plus qu'ailleurs. C'est chic en fait d'une certaine façon. Il y a quelque chose de valorisant de montrer que voilà, on est fluide, que voilà, c'est l'avant-garde en fait. C'est une des avant-gardes culturelles de notre époque. Donc il y a quelque chose de valorisant à ça. C'est protecteur. C'est une façon d'entrer dans la sexualité à distance de la violence masculine et donc de violence sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence entre filles, mais enfin il y en a moins. Puis surtout quelque chose qu'on retrouve et qui se retourne régulièrement contre les filles qui aiment des filles, c'est le fait que la sexualité entre filles n'est pas pensée, c'est invisible, c'est même ça fait partie du script du film pornographique pour les hommes hétérosexuels. La lesbienne, c'est une figure hétérosexualisée de désir masculin. Donc la sexualité entre femmes, c'est quelque chose qui n'est pas tellement pensé. Donc un couple de filles, c'est juste des copines qui sont très très proches. De toute façon, les copines, elles sont toujours un peu, elles se touchent, etc. Donc il y a aussi un flou autour de ça. Par contre, là où il n'y a pas de flou, si j'ai rencontré de ces filles-là sur ce dernier terrain, aucune, mais absolument aucune, ne se définissait comme lesbienne, y compris quand je posais la question, y compris pour certaines d'entre elles, parce que voilà, je les ai suivies dans la durée. Parmi les filles qui depuis le début exprimaient plutôt du désir pour des filles. Aucune ne se qualifiait de lesbienne. Autant les garçons de ce dernier terrain pouvaient se dire gays, certains d'entre eux, dans certains contextes, pouvaient affirmer une exclusivité sexuelle. Autant pour les filles, en fait, se montrer avec d'autres filles, c'est moins dangereux, socialement, d'une certaine façon. Ça peut l'être, mais ça l'est un peu moins que pour les garçons. Par contre, se dire lesbienne, c'est exclure les garçons. Et donc là, on retrouve le genre et la domination masculine. Ça n'est pas qu'une affaire de sexualité. C'est que la lesbienne, c'est une fille qui, en fait, dévalue le groupe des garçons dans son entier en disant qu'elle n'en a pas besoin, en fait, et qu'elle ne sera pas amoureuse, et qu'elle n'aura pas de désir, et qu'elle ne rentrera pas dans ce jeu-là, et donc dans cette valorisation-là pour les garçons, qui est le couple hétérosexuel. Et donc, toutes les filles que j'ai rencontrées, qui avaient des histoires avec des filles, me disaient « Oh là là, faut que je fasse attention, faudrait pas que je passe pour une lesbienne, sinon je pourrais jamais sortir avec un garçon, et je vais être... » Voilà, c'était vraiment une question de dévalorisation. Pour les garçons gays, il y a une dimension vraiment de risque d'être exclu du groupe des garçons, et pour les filles, c'est être dévalorisé aux yeux des garçons. Or, dans tous les cas, c'est le regard des garçons qui compte d'abord, que ce soit pour les garçons ou pour les filles. Ces différences genrées dans la façon de vivre les amours adolescentes, elles se voient aussi dans les pratiques. Et ça, c'est dès les moments de drague et quand il s'agit de faire le premier pas. À quoi vous l'avez vu, vous ? Alors, il y a ce truc très, très connu que les enfants même connaissent et qu'ils mettent en pratique à partir de l'adolescence. C'est que, s'agissant de la rencontre amoureuse, qui est donc dans notre société une rencontre immédiatement sexualisée, y compris quand c'est une sexualité uniquement faite de baisers ou de caresses dans les plus jeunes âges, ce qui est attendu, c'est que c'est le garçon qui fait le premier pas. Et donc ça, c'est quelque chose que tout le monde sait. C'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé sur tous mes terrains. Alors, ça ne veut pas dire que de fait, ce sont toujours les garçons qui font le premier pas. Et ça, voilà, c'est ce qu'on appelle en sociologie un script sexuel, c'est-à-dire qu'il y a une façon qui est codifiée socialement, collectivement, qui est très très fortement ancrée, qui est une organisation sociale en fait de la façon dont se fait et doit se faire la rencontre sexuelle. Donc le garçon prend l'initiative, la fille répond. Alors, il est attendu des filles qu'elles disent oui au bout d'un moment. Alors, on n'entend pas toujours bien, d'ailleurs, si elles disent oui, si elles disent non. Bon, bref, je vais y revenir. Mais en tout cas, le garçon pose la question. La fille doit répondre, pas trop vite, sinon c'est une fille facile. Des injonctions contradictoires, faut répondre. Il y a une anthropologue, Nicole Claude Mathieu, qui disait céder n'est pas consentir, céder est une norme et ne pas céder est une norme aussi. Et les filles sont tout le temps prises là-dedans. Et pour les garçons, eux, la norme, voilà, c'est de prendre l'initiative. Et ce script-là, il est très très connu parce qu'il est partout, au cinéma, dans les chansons. Autant la norme conjugale, elle s'apprend plutôt voilà, à partir du collège et dans l'adolescence, mais la norme sexuelle, elle, c'est depuis tout petit en fait, de diverses façons. Au moment d'entrer dans la sexualité, pour la majorité des gens, ça se passe à l'adolescence, on est déjà prêt à cette transaction-là et à cette façon attendue de faire qui pose plein de problèmes parce que ce script sexuel,
sexuel, d'abord, il oblige les garçons à faire comme s'ils savaient faire, alors qu'ils ne savent pas faire, surtout au début. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit souvent que les garçons sont immatures. Alors ça les sauve parfois, puis on le dit même d'hommes adultes. Puis les filles, elles, au contraire, elles sont très mûres. Quand on décrit la nature des gens, surtout la nature de genre, en fait, il faut bien entendre que les filles doivent être très raisonnables, faut pas que ça déborde et tout. Et puis les garçons, eux, peuvent et doivent être un peu foufou, transgressifs, etc. C'est plutôt quelque chose de valorisé. Et donc, on a souvent tendance à ramener cette immaturité des garçons qui ont du mal à se transformer de petits, d'enfants à hommes sérieux, etc. Je pense plutôt que c'est pas tellement par rapport aux filles, et c'est pas parce que les filles ont des seins et qu'ils en ont pas, et que parfois les filles grandissent plus vite, mais enfin pas toutes en fait, et pas tout le temps, qu'elles sont plus mûres. C'est plutôt que quand on voit des garçons qui balbutient, qui savent pas s'y prendre, qui sont encore un peu petits, qu'on la voit qui aussi, etc. En fait, on les compare imaginairement à des hommes et à ce qu'on attend d'eux. Et donc, c'est pas tellement parce que les filles seraient plus mûres qu'eux, c'est que les filles, elles, surtout, on attend d'elles qu'elles sachent pas s'y prendre, qu'elles prennent pas l'initiative, ce qui apporte aussi des formes de confort, parce qu'elles n'ont pas à se jeter à l'eau. Mais les garçons aussi. Donc, cette question du script sexuel, qui est fondé sur l'initiative des garçons, elle pose quand même plein de problèmes aux garçons. C'est une des raisons pour lesquelles ils boivent, ils prennent des psychotropes. C'est une façon, c'est pas la seule raison. Il y a le plaisir, il y a plein de choses, la norme sociale, le fait d'être viril, etc. Mais c'est aussi pour arriver à aborder les filles, en fait, parce que quand on sait pas faire, c'est compliqué. Donc il y a cet effet-là. Il y a le problème du consentement qui maintenant est une question qui est vraiment là, quoi, avec MeToo. Et en fait, le problème de ce script sexuel, c'est qu'il a quelque chose de commun avec la logique du consentement, qui est la transaction. Il y a une question, il y a une réponse. Donc, on se dit, c'est ça le consentement, c'est dire oui ou pas dire oui. Non, le consentement, c'est aussi la réciprocité. Ça vient buter sur ce script qui est très profondément intériorisé. Certes, il y a une question et une réponse, mais c'est le garçon qui pose la question et c'est la fille qui répond. Et donc, cette dynamique-là, en fait, elle va contre la logique du consentement alors qu'elle lui ressemble. Et le fait qu'on entre dans l'apprentissage de l'amour, de la sexualité de cette façon-là, ça a des effets évidemment dans l'adolescence, mais pour tout le reste de la vie, parce que ce qu'on apprend à ce moment-là, une fois qu'on les a intériorisés au niveau des représentations dans l'enfance, ensuite on les met, on les incorpore, on les réalise à l'adolescence. Après, c'est encore plus difficile en fait à défaire, y compris avec des idées fortes et du débat politique. C'est pas simple. Et les garçons que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a qui vous ont un peu raconté ce que ça leur faisait, cette injonction à faire le premier pas? Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas à l'aise avec ça? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, il y a un garçon sur mon terrain en milieu rural, Paul, qui n'y arrivait pas. Donc, il n'arrivait pas à serrer les filles, il avait peur, il rougissait... J'ai eu aussi des moments où je me suis quand même demandé s'il désirait vraiment les filles, parce qu'il me parlait beaucoup d'homosexualité, mais sans parler de son désir. Mais son frère, que je n'ai jamais rencontré, bien sûr, avait fait son coming out auprès de lui, en tout cas. Tout ça le travaillait beaucoup. Il avait peur, il se demandait si ce qu'il ressentait au fond de lui pouvait se voir dans ses gestes, dans sa façon de se tenir. Donc, il était très intéressé par l'enquête, parce que c'était un espace pour lui de parler de tout ça, alors qu'il n'en avait pas d'autres. Et parce que j'étais une femme aussi en dehors avec qui il n'avait pas d'enjeu sexuel. Ça, c'est très important pour arriver, surtout à l'adolescence, à parler de tout ça. Donc, il s'est confié beaucoup et donc, il a beaucoup confié ses échecs, ce qui, pour les garçons, est très difficile. Parce que y a cette injonction très forte, toujours, d'être à la hauteur, de montrer qu'on sait faire, etc. Il essayait à chaque fois, il se reprenait. Quand il arrivait à nouer une relation dans une discussion, même seulement de 10 minutes dans une boîte de nuit avec une fille, il savait que ça allait lui faire gagner des points vis-à-vis des autres garçons, parce qu'évidemment, comme c'est un garçon qui n'y arrivait pas, il se faisait maltraiter, c'était un petit, c'était un puceau, donc il avait beaucoup de difficultés, c'était un garçon scolarisé en lycée agricole, donc des filières très masculines. À l'intérieur du groupe des garçons, il y a évidemment de la conflictualité, des rapports de domination qui ont à voir, bien sûr, avec la classe sociale, avec le rapport social de race, mais qui ont à voir aussi avec le genre. Il y a des conflits de genre à l'intérieur du groupe des garçons, et notamment, le fait de ne pas y arriver dans ce domaine-là, c'est comme ne pas aimer le foot, ne pas savoir se battre, ne pas savoir manier l'injure. C'est des choses qui sont reprochées, en fait, aux garçons et qui peuvent les mettre vraiment mal, voire les exposer à des violences.
Et ce que vous avez dit sur la prétendue immaturité des garçons, je trouve ça très juste et ça me fait penser à autre chose. Je me dis que peut-être que ce cliché-là, il est aussi lié au fait que les filles, quand elles entament leur puberté, c'est aussi un moment où elles deviennent les proies d'hommes adultes bien plus âgés qu'elles. Et j'ai retrouvé un passage du roman Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu qui est paru chez Actes Sud en 2018. Donc c'est un roman qui se passe dans les années 90, dans une vallée un peu perdue de l'Est de la France, où on suit les étés de quelques ados qui vivent là et qui racontent plein de choses intéressantes sur leurs relations. Je vais vous lire un extrait. Steph connaissait Serge Simon depuis qu'elle était toute gamine. C'était un vieil ami de la famille. Il venait prendre l'apéro, allait chasser avec son père. Serge avait 2 filles. 2 ans plus tôt, il la taquinait encore en lui pinçant le nez et en lui racontant des blagues carambars. Pour son 14e anniversaire, il n'avait rien trouvé de mieux que de lui offrir un couteau suisse. Mais depuis quelque temps, un curieux renversement s'était produit dans leur rapport. Par moments, Steph le surprenait en train de mater ses jambes ou fouillant ses yeux. Pas spécialement malsain, mais bloqué, en arrêt. Dès qu'il se savait surpris, le gros homme se ressaisissait et lâchait ce drôle de rire encombré. Elles en avaient fait un gimmick avec Clémence. Un rire de poitrine, poussif, cuit de 5, tout en bites. C'est en tout cas ce que les filles se racontaient. La veille au soir, Serge était donc venu dîner à la maison avec Myriel, sa femme, et en général, quand elle était là, il se tenait à carreau. Raison pour laquelle Steph avait mis du vernis à ses orteils et un débardeur super échancré. À part ça, l'adolescente n'avait rien fait de spécial pour la guicher et pas prononcé un mot de la soirée. Elle s'était contentée de faire la gueule, se balader dans la maison comme un petit mec, pieds nus, en débardeur, rien à foutre. C'était drôle maintenant, quand les hommes lui parlaient. Ils adoptaient cette voix basse, inductive et ourlée. Serge le premier. À chaque fois, c'était le même cinéma. Après le dessert, Steph sortait de table et à un moment dans la soirée, il la retrouvait. Il passait la tête dans le salon ou entrebâillait la porte de sa chambre. « Bonne nuit, cocotte. » C'est ça, ouais. Stéphanie avait un peu la trouille, mais en même temps, elle ne détestait pas sentir sur elle ce regard d'homme achevé. Qu'est-ce que les filles vous ont raconté du regard masculin que des mecs bien plus âgés portaient sur elles ? La question de l'écart d'âge, c'est moins fort qu'avant, mais ça reste fort dans les couples adultes, le fait que très majoritairement, les hommes sont plus vieux que leurs conjointes. C'est quelque chose qu'on retrouve à l'adolescence, alors particulièrement en milieu rural, qui est le milieu qu'on retrouve dans le livre que vous venez de citer, parce que là, la rencontre amoureuse et les couples se fait en dehors de l'école et plutôt dans le village. Donc, alors qu'en milieu urbain et périurbain, c'est vraiment l'expérience scolaire qui structure. Comme dans les cités, la relation amoureuse n'est pas possible dans le quartier, elle se fait plus à l'école. Et dans la bourgeoisie, pour des raisons un peu différentes, mais c'est l'école qui structure toute la vie. Donc, les écarts d'âge sont très faibles, en fait. Mais même quelques mois, ça compte. Et à chaque fois qu'une fille est plus vieille, c'est un problème. En milieu rural, les écarts d'âge sont plus forts parce que c'est plus les réseaux, les liens de sociabilité à l'intérieur du village qui structurent les relations amoureuses. Et donc, il y a, voilà. Mais d'une manière générale, ce truc-là, que de toute façon, les garçons sont immatures, ils savent pas faire, etc. Et le désir, en fait, que les filles ont pour les hommes plus vieux, est évidemment directement lié au désir que les hommes plus vieux ont pour elles. Et ça, je trouve que c'est très bien dit, en fait, dans l'extrait que vous venez de lire, parce que on voit, en fait, ce piège. Enfin, moi, j'entends comme un piège, hein, c'est une interprétation, mais ces filles sentent bien qu'il y a du danger, mais dans ce changement de la voix qui devient rauque, du regard qui devient libidineux, il y a aussi quelque chose de valorisant. Les filles traversent l'enfance à se faire jeter par les garçons. Très tôt, les filles et les garçons partagent les bancs de l'école. Par contre, dans la cour de récré, c'est les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Mais ça, cette séparation-là, elle est quand même essentiellement liée au fait que les garçons ne veulent pas jouer avec les filles et ne veulent pas des filles qui sont pas drôles, qui sont nulles, qui font pleuvoir. Enfin bon, voilà, il y a plein de représentations autour de ça. Et en fait, cette habitude de se faire jeter par les garçons, à avoir là encore avec le genre la domination masculine, c'est que ce qui compte pour les garçons, et c'est une des raisons pour lesquelles l'amour aussi est quelque chose qui doit être un peu à distance, pas central dans leur vie, c'est que la chose la plus importante pour les garçons, c'est le lien avec les autres
autres garçons. C'est l'appartenance au groupe et à un groupe quand même privilégié, y compris quand on est dominé par ailleurs, comme c'est le cas dans les cités d'habitat social ou dans les classes populaires rurales. Il y a quand même quelque chose de valorisant à être un mec, à appartenir à ce groupe-là. Et donc, les filles, c'est quand même moins. Le moment de la rencontre hétérosexuelle, il faut désirer l'autre tout à coup, il faut se rapprocher, avoir du désir, passer du temps, des trucs à se dire. Alors, les garçons ont du mal. Pour eux, c'est assez contradictoire puisque ils ont toujours, surtout, eu d'autres désirs que ça, alors que les filles, elles attendent. Et ça fait partie aussi de la dynamique d'être amoureuse, c'est enfin on les regarde et ça les met encore plus dans une position de vulnérabilité. Elles sont encore plus vouées à être des objets, puisqu'être un objet de désir, c'est quand même être regardé, c'est quand même être valorisé. Et comme elles ont très bien intériorisé que le regard des hommes et le regard des garçons, c'était fondamental pour elles, que c'était ça qui allait leur donner leur valeur en grande partie. Alors, ce que je dis peut paraître un peu caricatural, c'est plus complexe que ça, mais quand même ça compte. Et donc on voit bien cette ambivalence avec les garçons un peu plus vieux. Il y a par exemple, je cite 2 copines comme ça sur mon 2e terrain en milieu rural, qui parlent d'un garçon, d'un cousin, qui a beaucoup changé depuis qu'il est parti à l'armée et qui est devenu un vrai homme et qui avant les calculait pas en fait. Et qui, depuis qu'il est revenu de l'armée, a vieilli, a un salaire. Donc voilà, il a une assise sociale, il mange plus, il est plus fort et il leur parle. Il sait parler. Parce que le problème aussi des garçons, c'est qu'ils savent pas parler, ils parlent entre eux, mais ils savent pas discuter, ils sont pas introspectifs. Voilà, un garçon qui sait parler, qui a pas peur de parler, puis qui les calcule, qui s'intéresse à elle dit ça, trop mature. C'était vraiment enfin. Et donc il y a ça aussi. C'est pour ça que le truc de les filles qui aguichent et tout, c'est terrible, je trouve, parce que non seulement ça met sur les filles, d'une manière générale, le soupçon en permanence, particulièrement quand elles subissent des violences sexuelles, qu'elles l'ont bien voulu, qu'elles l'ont bien cherché, alors qu'il faut avoir en tête que, outre le fait qu'elles sont construites de toute façon très majoritairement comme des objets de désir, qu'elles doivent être belles, qu'elles sont en permanence en train de regarder comment elles sont fringuées, si elles sont minces, si elles sont ci, si elles sont là, ce qui est quand même une oppression au quotidien pas facile, mais en plus, elles se retrouvent, y compris quand elles n'en ont pas tellement envie, parce que la voix rauque, le vieux mec, elles n'en ont pas forcément envie, mais comme elles sont désirées à ce moment-là, alors qu'elles se sont fait bouler toute leur enfance et une partie de leur adolescence, il y a quelque chose de valorisant. Ce regard désirant de la part des hommes plus âgés, ça vient contrer la moquerie des garçons du même âge, en fait, qui sont durs et qui sont durs parfois aussi parce que, justement, ils sont timides, ils ont peur, ils savent pas faire le premier pas. Il y a plein de raisons. Il n'y a pas que du machisme. Mais voilà, ça prend cette forme-là et je pense que ça nourrit cette scène sans que ce soit dit de façon, je pense, assez cruciale. Alors après le moment du flirt et passer le premier pas, arrive la question du désir et l'immense sujet de la première fois. Alors, selon les derniers résultats de la toute nouvelle enquête Contexte des sexualités, les premiers résultats sont sortis en novembre 2024. L'âge médian du premier rapport sexuel, ce serait de 18,2 ans pour les filles, enfin les femmes, et 17,7 ans pour les hommes. C'est un peu plus tard que les chiffres qu'on avait il y a 20 ans. Comment est-ce que les garçons, ils abordent cette première fois ? Alors la première fois, pour les garçons, ça doit être un non-événement. Il y a vraiment un effet avec cette histoire de première fois de traversée du miroir. C'est-à-dire, il y a une représentation qu'une fois qu'on l'a fait, c'est bon. Alors que pour les filles, c'est un enjeu un peu différent, mais c'est un enjeu quand même très fort. Cette traversée du miroir, elle tient beaucoup à l'ignorance dans laquelle on maintient les jeunes, l'ignorance de la sexualité, en fait, de ce que c'est, puisque une des difficultés avec la pratique sexuelle, donc la sexualité au sens vraiment des gestes sexuels, du corps, etc., c'est que quand c'est représenté, et notamment quand on représente, quand on donne à voir la génitalité, voilà, les parties génitales des femmes et des hommes, on tombe dans la pornographie, c'est de la représentation pornographique. Donc, c'est interdit. Alors, on sait bien, et d'ailleurs, ça panique énormément les adultes, que les jeunes ont accès
à la pornographie. Et un des moteurs, d'ailleurs, c'est pas seulement le plaisir sexuel ou le plaisir de la transgression, c'est pour apprendre, en fait. C'est pour savoir comment, pour les garçons, est fichue une fille, comment ça marche, comment on fait, c'est quoi la technique, en fait. Il n'y a pas d'apprentissage technique de la sexualité. Alors, il n'y a pas d'apprentissage du consentement, mais il n'y a pas d'apprentissage technique et tout ça n'est pas sans lien, en fait. Ça crée chez les garçons une anxiété très, très forte. Comment on fait concrètement? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que l'érection, enfin, tous ces trucs-là, comment ça va se passer? Ça fait quoi de toucher l'autre? En fait, à la fois des attentes très fortes et une très, très grande peur. Les gens identifient une première fois de façon diverse, parce que ça peut être en plusieurs fois. La première fois, enfin, on n'y arrive pas toujours. La première fois, justement, alors, qu'est-ce qu'on n'arrive pas à faire? C'est pas le premier baiser qui a lieu vers 13-14 ans. C'est pas les premières caresses. C'est pas... Tout le monde le sait. Quand on parle de première fois, c'est très hétérocentré. C'est la pénétration, c'est le pénis dans le vagin. Voilà, ça, c'est la première fois. Et d'ailleurs, les filles dont je parlais tout à l'heure, qui sur mon 3e terrain sont souvent entrées dans la sexualité avec d'autres filles, quand elles parlent de leur première fois, c'est avec un garçon. C'est quelque chose qui socialement et quand même donne lieu à énormément de représentations, avec en plus tout le truc de la virginité pour les filles. Donc voilà, la première fois, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'est pas rien. Et pour les filles, justement, comment elles perçoivent cette première fois? Qu'est-ce qui pèse sur elles? Selon les milieux sociaux, il y a des grosses différences, et aussi selon le rapport à la religion, que ça soit la religion musulmane ou la religion catholique, qui sont les deux configurations que moi j'ai rencontrées sur mes terrains. Il y a quand même cette idée que voilà, la virginité, c'est quelque chose qui est lié au sacré, à des croyances religieuses, et donc ça compte. Donc la virginité, rester vierge avant le mariage ou jusqu'à un certain âge, parce que bon, le mariage quand même, y compris dans les communautés où la religion est forte, le mariage n'est plus aussi central qu'avant. Pour les autres, il y a quand même cette idée de se donner. Il y a une morale en fait sexuelle qui est plus forcément une morale religieuse. Il y a plus forcément la quête une histoire de pureté derrière tout ça, mais il y a quand même ce truc que la première fois pour les filles, c'est important. Et donc, si c'est important, il faut que ça se passe bien. Donc, il faut que ce soit avec la bonne personne, qu'il y ait de l'amour. Voilà. Donc, on retrouve les trucs des filles. Et on le voit dans les enquêtes quantitatives, par exemple, les femmes adultes, beaucoup plus souvent que les hommes, regrettent la façon dont c'est passé la première fois, parce qu'elle peut être entachée de violence, en fait, la première fois, et puis parce que c'était jamais avec la bonne personne, c'était jamais dans le bon contexte, voilà. Parce qu'il y a cette représentation très forte que, donc, il y a à voir avec la fameuse dichotomie du genre, que les garçons, les hommes, et puis un vrai homme, c'est ça a du désir sexuel, des pulsions, etc. Alors que pour les filles, il faut qu'elles soient prêtes. Donc ça a à voir un peu avec le consentement, avec la disponibilité, mais ça a à voir aussi avec l'absence d'expression de désir. Elles n'ont pas des rapports sexuels parce qu'elles désirent des garçons. Elles ont des rapports sexuels quand elles estiment qu'elles sont prêtes. Estimer qu'on est prête, c'est pas forcément être à l'écoute de son désir, c'est se mettre à disposition. Et donc, il y a des filles qui disent « Ah non, mais il fallait que je sois prête parce que le pauvre, il était en chien, il avait du désir. Enfin voilà, c'est un garçon, quoi. Donc, il a plein de désirs et tout. Et donc, j'arrêtais pas de lui dire non, pas maintenant, pas tout de suite, parce que justement, il y a ce truc, faut faire attendre, voilà. Et donc, très souvent, quand je faisais raconter les histoires, et donc au bout de combien de temps? Alors ça, c'était la question... donc, il y a la question de la première fois, puis il y a dans la vie des gens, et puis il y a la question de la première fois dans la relation amoureuse. Donc, aux âges adultes, le rapport sexuel... très majoritairement aujourd'hui, c'est le point de départ de la relation. Enfin, c'est très tôt dans la rencontre, alors qu'à l'adolescence, c'est souvent le point d'arrivée. Enfin, voilà, il y a plusieurs étapes avant d'en arriver au rapport sexuel. Le truc, à chaque fois, c'était de me dire « Ah oui, mais j'aurais voulu que ça se passe un peu moins tôt. » C'était toujours trop tôt, trop vite, etc. Et donc, même les garçons qui ne sont pas prêts, donc on retombe sur cette histoire de garçons qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas à la hauteur, qui sont... voilà, ça ne va pas, en fait. Ils sont censés être prêts, puisqu'ils sont censés être tellement travaillés par cette pulsion sexuelle qui les déborde. Et une fois qu'ils se mettent en couple, vous notez que même dès l'adolescence, le couple hétéro, c'est un espace de domination pour les garçons, une domination masculine sur les filles. À quoi vous l'avez vu? Pourquoi c'est cet espace-là?
beaucoup de choses dont on parle depuis tout à l'heure, c'est sur le fait que la domination masculine, les rapports de genre, en fait, organisent énormément le désir, la rencontre, l'avant, en fait. Ce qui organise l'avant, c'est beaucoup de la part des garçons, cette mise à distance des filles. Et donc, dans la rencontre hétérosexuelle, il faut se rapprocher, il faut les désirer. Donc, on pourrait se dire, ça va résoudre le problème, en fait, par le désir, par l'amour. Quelque chose du rapport de pouvoir va se calmer. Bon, on sait que c'est pas tout à fait le cas, puisqu'en fait, la relation ensuite elle-même, y compris quand il y a des sentiments, y compris, elle continue à être traversée et elle participe elle-même à reproduire en fait le rapport de domination. On attend des hommes et des femmes, enfin des garçons et des filles, des choses différentes. On attend des filles que vraiment elles confondent le couple, l'amour et la sexualité, que ce truc-là fasse un seul bloc, alors que les garçons, on leur apprend plutôt à dissocier les choses. On peut avoir des rapports sexuels avec une fille qu'on n'aime pas, on peut être en couple avec une fille qu'on n'aime pas, on peut aimer sans avoir de sexualité, mais ça donne le change et voilà, bon. Et donc ça, c'est quelque chose qui ensuite se retrouve dans la relation elle-même, notamment à travers le fait que, par exemple, des filles ne comprennent pas que des garçons veulent bien coucher avec elles, mais pas se montrer en public avec elles, par exemple. Elles se disent que c'est justement parce que sur le plan sexuel, elles font pas ce qu'il faut, qu'elles sont pas... Alors que c'est juste non. Certains garçons sont très clairs là-dessus. Ils disent il y a des filles, c'est pour les baiser, puis d'autres, c'est pour les présenter à la mère, les présenter aux potes. Enfin, voilà, elles sont pas présentables pareil. Ça, du coup, ça fait des choses, hein, évidemment, dans les relations. Alors, en particulier, ces filles-là qui sont identifiées comme n'étant pas les bonnes filles à présenter publiquement, elles peuvent croire qu'elles sont dans une relation amoureuse et une relation conjugale, et pas du tout, en fait. Une autre chose qui se retrouve beaucoup, c'est la question de l'appropriation du corps des femmes. Alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en avant dans la recherche depuis longtemps. Il y a notamment Colette Guillaumin, une chercheuse, une sociologue des années 70, qui a beaucoup travaillé cette notion-là. Alors, dans les années 70, dans le couple, alors elle parlait plutôt des couples adultes, jusqu'aux années 60-70, les femmes pouvaient être en obligation de demander l'autorisation à leur mari pour écrire un chèque, pour postuler à un travail. Le concept d'appropriation, c'est l'idée que une fille appartient à son père, porte le nom de son père, puis appartient à son mari, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes changent de nom. C'est un signe d'appropriation, en fait. Elles appartiennent à un homme. Et une femme qui n'est pas appropriée, qui n'est pas privatisée dans un lien comme ça avec un homme, et donc ça peut être le grand frère dans les cités d'habitat social, c'est une femme qui n'appartient à personne, et donc une femme qui n'est pas privatisée, c'est une femme publique. Et la femme publique, c'est la pute, c'est la prostituée, voilà. Et cette idée d'appropriation, elle est très forte, et elle structure très fortement les couples, y compris des couples aussi informels que sont les couples adolescents, donc sans cohabitation, sans bien commun, sans mariage évidemment, etc. Dans ces couples-là, néanmoins, parce qu'on sait que telle fille est en couple, elle appartient un peu à son copain. Et ça, on le retrouve beaucoup, même s'il n'y a plus la demande d'autorisation du chèque. Évidemment, on n'est plus dans la même société que dans la société de Colette Guillaumin, mais on retrouve cette idée que la fille appartient au garçon, et ça se retrouve à plein de moments pendant la relation amoureuse, à travers les crises de jalousie, la possessivité des garçons, etc., etc. Et au moment de la rupture, quand les garçons, en entretien, en particulier, évidemment, quand ils se sont fait larguer, traitent leurs anciennes copines de putes, qu'elles vont avec n'importe qui, qu'elles couchent avec n'importe qui. Il y a plein de garçons qui rappellent les filles, et je l'ai retrouvé sur tous mes terrains ou sur les réseaux sociaux, qui traitent leurs ex de putes parce qu'en fait, ils ont gardé les clés de l'appropriation et ils considèrent que ces filles-là, qui ont d'autres histoires, leur appartiennent encore. Comme s'ils s'attendaient à ce qu'une fois que la relation est finie, elles deviennent, je sais pas, elles entrent dans les ordres, elles n'ont plus de relations amoureuses asexuelles. Il y a une représentation pour beaucoup de garçons, pas tous. C'est moi qui quitte et c'est moi qui donne l'autorisation ou pas. C'est quelque chose qui demeure en fait très structurant, même en l'absence de mariage, même... ouais. Justement, ce trait très genré et très lié à l'appropriation de la jalousie, j'aimerais qu'on écoute un son pour parler de ça. Bah alors, t'as pas fait trop de bêtises cet été? Bah non. Et toi? Moi, en fait, je préfère te le dire, je t'ai pas trompé, mais j'ai couché avec une nana pendant les vacances, mais c'était juste pour essayer, quoi. Ouais, c'est cool. Rien d'important. Bah remarque, c'est bien que tu me le dises, puisque moi aussi, j'ai couché avec un mec. Parce que... Mais c'est cool. Ouais. D'accord. Enfin, pour essayer aussi. J'espère que ça s'est bien passé, au moins. Ouais. Ils ont encore l'air de s'embrouiller, les deux, là-bas.
Ça va trop être une année d'embrouille, tu vois. Mais je te jure, les mecs, ils sont pas possibles. Je suis dégoûtée. Ah ouais? J'espère que t'as gardé son numéro quand même. Ce serait bête que tu te retrouves toute seule, non? T'es bien passé pour me dire ça, toi. Ouais. Vas-y, barre-toi. Lola? Il lui arrive quoi, Lola? Je sais pas, on dirait qu'ils se sont embrouillés avec Arthur. Bon, allez. Le mec, qu'est-ce qui on se y va passe là? On bouge, ouais. Ça va? Je sais pas, je comprends plus rien aux femmes, je laisse la faire. Mais qu'est-ce qui vous prend là? Alors peut-être que vous avez reconnu, chers auditeurs, c'était un extrait du début du film LOL, réalisé par Lisa Azuelo. C'est sorti en 2009. C'est un grand classique de teen comedy où on suit le quotidien et les histoires d'amour de Lola et de ses camarades de lycée. Ils viennent un peu tous du même milieu que les enquêtés que vous avez rencontrés sur votre 3e terrain. Et là, je trouve qu'on retrouve bien cette différence de qui a le droit d'être jaloux, qui n'a pas le droit de franchir la norme de l'exclusivité sexuelle. Alors oui, c'est hyper intéressant, puis on voit bien, c'est subtil, quoi. C'est-à-dire, on voit bien que le garçon, il a une forme de fierté, en fait, y compris à dire à sa copine, puis voilà, c'était rien. Donc voilà, on voit bien ce truc que pour un garçon, savoir surfer là-dessus, ça fait partie de ce qu'on attend d'eux. Alors que quand elle met la réciprocité, là, tout de suite, ça se tend. Donc il prend un air désinvolte, dégagé, même pas mal, tout ça, mais en fait, ça dure pas très très longtemps. Et donc là, on voit bien la symétrie, quoi. Ça n'est pas supportable. Il comprend plus les femmes, enfin voilà. Évidemment, il faut sauver la face, hein. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas de crise de jalousie. C'est jamais très agréable de savoir qu'il y a de la rivalité, qu'on est dévalué dans le désir de l'autre. Ça fait plaisir à personne, hein. C'est pas complètement genré. Par contre, l'expression et la tolérance à l'expression de la jalousie, elle est beaucoup plus admise du côté des garçons parce qu'il y a cette fameuse logique de l'appropriation. Mais dans la bourgeoisie, par contre, il n'est pas de bon ton de faire un scandale. Alors que dans les classes populaires, la crise de jalousie, c'est-à-dire celle qui crie, les hurlements, le fait de prendre le téléphone, y compris en public et tout, ça peut être très très valorisé. C'est même attendu. Une fille qui est pas jalouse, un garçon qui est pas possessif, ça va pas, parce que dans une relation amoureuse normale, attendue, il doit y avoir à un moment donné une crise de jalousie parce que c'est un moment de preuve et c'est un moment de rappel à l'ordre des règles amoureuses et notamment pour les filles, c'est la preuve que les garçons ont des sentiments. Donc ok, ils le disent pas tout le temps, ils le disent le moins possible, surtout pas en présence de leurs copains, etc. Mais au fond, quand même, ils tiennent à elle. Et pour les garçons, c'est l'occasion de rappeler la règle de l'exclusivité sexuelle qui ne repose que sur les filles, en fait. Et il faut que ce soit explosif, parce que ça dit quelque chose de l'intensité, en fait, et de l'importance qu'on accorde à ce qui se joue dans la relation. Alors que dans la bourgeoisie, où, en fait, il se passe des choses très, très similaires, par contre, comme pour l'homophobie, comme pour le sexisme, en fait, tout ce qui a à voir avec la violence verbale dans cette classe sociale est euphémisé et toujours atténué. Et donc, ce que me disaient les jeunes de ce dernier terrain, c'est que vraiment, les gens qui sont jaloux, qui crient, c'est des gamins, en fait. Ils savent pas se tenir. Enfin, donc là, il y a un ethos de classe qui est très important. Là, il faut savoir aussi être à la hauteur, mais cette fois, pas seulement du groupe des garçons pour les garçons, mais à la hauteur de son groupe social, qui est un groupe dominant. Ça, ils en sont très, très conscients. Et donc, on se tient. On maîtrise le vocabulaire. Et donc, ça se passe, l'air de rien, mais ça se passe. Et tout le monde a bien compris, mais sans hurlement, quoi. Je notifie quand même que les violences conjugales, ça existe aussi chez les jeunes. Et il y a une enquête qui a été réalisée par les Petites Glos et l'association En Avant Tout en 2021, où elles avaient fait une enquête auprès de 3000 personnes de 12 à 24 ans. Et elles avaient trouvé que 9 femmes sur 10 ayant déjà été en couple ont déclaré avoir déjà subi des violences. Et près d'une jeune femme hétéro sur 2 a déclaré avoir déjà été la cible d'insultes sexistes ou d'avoir été rabaissée par des attitudes méprisantes au cours d'une relation. Donc ça, c'est très important de garder ça en tête. C'est très intéressant ce que vous dites sur l'éthos de classe. J'aimerais qu'on revienne sur ça dans notre dernière partie de cet entretien, parce qu'on a vu comment s'opère la domination masculine dans les relations affectives et sexuelles des ados, mais il y a d'autres dynamiques de pouvoir qui entrent en jeu dans ces relations-là, et notamment la classe sociale et aussi l'assignation raciale. On a vu à quel point la norme hétéro était très présente dans
dans les relations entre ados, mais il y en a une autre, c'est l'homogamie, c'est-à-dire le fait de fréquenter des gens du même milieu que le sien. Pour comprendre comment les différences de classe sociale peuvent avoir un impact sur les relations, c'est intéressant de se pencher sur les exceptions, donc c'est-à-dire les relations entre deux jeunes qui viennent de milieux différents. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire de Saïd et Marion, que vous racontez dans votre livre ? Donc Saïd et Marion, j'ai rencontré d'abord Saïd en fait sur mon premier terrain. C'était un jeune homme qui était en BTS à l'époque et qui est venu me voir, c'est un des rares, qui est venu me voir spontanément, qui savait que j'étais là parce qu'au bout d'un moment je faisais partie du décor dans le quartier où j'enquêtais et qui est venu me voir pour me parler de sa relation amoureuse avec Marion. Ses parents étaient nés en Algérie, ils vivaient dans le quartier et sa copine, elle n'était pas du tout du quartier, mais elle venait d'une zone pavillonnaire de l'ouest parisien. Donc c'était une fille blanche de classe moyenne, on dirait petite classe moyenne, donc avec des parents qui n'avaient pas fait énormément d'études, mais qui avaient un emploi stable, bon voilà. Enfin, elle venait d'un milieu social sur le plan économique plus aisé, et puis donc elle était blanche. Donc il était hyper amoureux, c'était une belle histoire. J'ai fini donc par rencontrer Marion, que j'ai accompagnée en fait, et elle avait peur de venir dans la cité pour voir Saïd, donc j'ai servi de chaperon à plusieurs reprises pour prendre le RER avec elle, pour l'accompagner, pour lui montrer que ça allait bien se passer, tout ça. Mais après, ils avaient leur histoire en dehors de moi, hein. Ils se voyaient autrement, mais c'était lui qui allait la voir. Donc, il y avait plein d'asymétries entre eux. Donc, elle aussi, elle était très amoureuse, etc. Mais le fait qu'ils n'étaient pas du même milieu, qu'ils n'avaient pas la même religion, ressortait quand même assez souvent. Et donc ça, en effet, l'homogamie, c'est le fait qu'on rencontre des gens et qu'on désire plutôt des gens du même milieu social que soi. C'est quelque chose de très commun, y compris au monde adulte. Et c'est particulièrement fort à l'adolescence. Et du coup, quand il n'y a pas cette homogamie, en fait, tout ce qui ne va pas dans un couple hétérogame, c'est-à-dire voilà, où il y a de la différence de classe et éventuellement de race à l'intérieur du couple, dès qu'il y a un problème, c'est rapporté à ça. Alors même que, par exemple, quasiment tous les couples à propos desquels j'ai enquêté se sont rompus à un moment ou à un autre, mais seuls les couples hétérogames rapportent la première cause de la rupture à la différence. Donc c'est dire aussi à quel point on intériorise que l'homogamie, c'est ce qui rend possible en fait la relation amoureuse. Alors il y avait plein de choses intéressantes dans cette relation. Il y avait d'abord le fait que quand ils se sont rencontrés, donc ils étaient tous les deux, ils faisaient un stage dans un grand magasin parisien. Donc elle l'a tout de suite trouvé très beau, donc brun, avec des yeux verts. Il lui a tout de suite plu et elle pensait qu'il était italien. Et quand il lui a dit qu'il s'appelait Saïd, elle a eu un moment de... Là, ça cadrait pas. Et donc là, ça montre aussi à quel point le corps et la façon dont on identifie en fait qui sont les gens et d'où ils viennent. Mais bon, il était quand même extrêmement gentil. Justement, il déjouait tous les stéréotypes. Il était très attentionné. Il rigolait beaucoup. Ils avaient plein de points communs. Donc, ils ont trouvé plein de points communs entre leur mère notamment. Et se rejouer en fait dans leur relation. En fait, le père de la fille avait fait la guerre d'Algérie. Donc, ça, elle avait peur de l'amener à la maison parce qu'elle se disait mon père va dire des horreurs, et puis lui à l'inverse il trouvait qu'elle avait des vêtements qui cadraient pas trop quoi. Et donc quand moi je l'amenais le voir, c'est arrivé quelques fois, c'était pas dans le quartier parce qu'il disait les autres vont dire que c'est ma pute et parce qu'elle est blanche, parce qu'elle met des crop tops, parce que donc ça va pas. Donc il y avait tout un enjeu entre eux et d'apprentissage aussi de la différence et de ce qui était possible, valorisé ou pas dans leur propre milieu social, et la découverte de l'espace. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans toutes les relations hétérogames sur ce premier terrain. Ça rend possible d'aller dans Paris et pas seulement à Saint-Lazare ou dans les lieux du tourisme international qui sont vraiment les lieux dans lesquels les jeunes de cité, de banlieue vont. Parce qu'au-delà de ces lieux-là, en fait, le racisme est trop fort, le contrôle aux faciès, la ville est trop grande, c'est trop blanc en fait. Lui, par exemple, a découvert l'île Saint-Louis, qui est vraiment le cœur de la bourgeoisie parisienne, parce qu'il y allait avec elle et que sinon, il ne se serait jamais autorisé à y aller, en fait. Et donc, il y a très souvent dans les récits comme ça, cette découverte, en fait. Le couple hétérosexuel avec la fille blanche rend possible, en fait, la circulation dans l'espace. Une des premières conclusions de l'enquête sur les contextes des sexualités sur l'année 2023, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que ces dernières années, les transformations sociétales de notre pays ont eu une incidence sur les pratiques dans le domaine de la sexualité.
J'ai l'impression que vous êtes un peu plus pessimiste et c'est vrai que ça m'a frappé en lisant les discours de vos enquêtés dans votre livre. Je me suis dit que leurs représentations sont assez old school finalement. Ça contredit l'idée reçue qu'on peut avoir en tant qu'adulte que depuis MeToo, les jeunes d'aujourd'hui seraient tous hyper engagés, hyper progressistes. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si je suis pessimiste, mais je pense que ça rend pessimiste pour plusieurs raisons. D'abord parce que une partie de mes terrains, justement, sont avant MeToo, pour le coup. Donc, il y a aussi... tout n'est pas post-MeToo. Ensuite, MeToo, c'est une chose et c'est un processus social. Ce n'est pas juste un moment, 2017, évidemment, d'explosion du hashtag, mais c'est aussi quelque chose qui prend du temps. C'est-à-dire que le fait que d'un coup, le consentement, la discussion... alors, la binarité du genre, c'est un peu plus... c'est arrivé un peu avant, mais je veux dire, c'était très confidentiel, le fait que ça soit discuté plus largement, qu'il y ait des représentations médiatiques, etc. En fait, avant que ça soit vraiment dans les pratiques de tout le monde, ça prend du temps. Il y a le fait aussi que les adultes de la bourgeoisie culturelle, dont font partie les journalistes, les sociologues aussi, ont une représentation idéalisée d'abord de leurs propres enfants, du fait de leur très bonne éducation et du fait qu'eux-mêmes sont très libérés, donc les enfants le sont encore plus, et donc tout ça va dans une espèce de progrès social dont on comprend pas bien du coup pourquoi en fait on est dans un moment au contraire politique au niveau collectif très réactionnaire. Donc en fait les jeunes aussi, c'est pas qu'une histoire d'électeurs, quoi, c'est quelque chose qui traverse toute la société. Donc je pense que de toute façon dans le moment actuel il y a certes des émancipations, l'homophobie dans certains milieux sociaux quand même plus que d'autres a baissé par l'institutionnalisation du mariage gay, par toutes ces transformations sociales dont vous parliez. Et néanmoins, une grosse partie de la population reste quand même très crispée sur toutes ces questions-là. On le voit dans le vote, en fait, qui est lié au racisme, mais qui est aussi un vote lié au sexisme et à l'homophobie. Les questions de genre et de sexualité ne sont pas du tout en concurrence avec les questions de race dans le vote d'extrême droite, mais elles sont très, très présentes aussi. C'est des problématiques qui travaillent beaucoup, souvent, les électeurs et ces partis politiques. Donc voilà, il y a aussi ça dans le moment présent qu'il ne faut pas oublier. Et puis enfin, il y a le fait que j'ai travaillé sur des ados. Et donc ça compte aussi dans un rapport à la norme sociale qui est un peu plus crispé qu'un peu plus tard. Et donc l'enquête CSF dont vous parlez, l'enquête Envie, qui est une autre enquête sur les 20-30 ans qui va sortir dans quelques mois, sont des enquêtes qui sont plutôt sur les jeunes adultes et qui donnent plus à voir une pluralisation des pratiques, une remise en question un peu plus forte qu'avant de l'hétérosexualité comme évidence. Voilà, ça se passe plutôt entre 20 et 30 ans, ça se passe avec des différences sociales aussi importantes, alors que le moment qui est avant cela, donc celui à propos duquel j'enquête, c'est le moment de l'apprentissage. Et donc le moment de l'apprentissage, c'est le moment où on commence à identifier comment il faut faire. Donc quand on commence à identifier comment il faut faire et où de temps en temps quand même on fait des sorties de route, on est rappelé à l'ordre, ça favorise pas la transgression. Et on le voit même à l'intérieur de l'adolescence, déjà entre le collège et le lycée, par exemple, pour les jeunes qui vont au lycée, il y a un peu plus de latitude, quoi. Les taux se desserrent un peu et en fait ils continuent à se desserrer un peu sans se desserrer jamais totalement avec l'entrée dans l'âge adulte en fait. Pour finir, quelle œuvre d'art vous voudriez nous recommander en lien avec notre conversation ? Je vais vous recommander un film que j'ai vu avant-hier soir de Chantal Akerman qui s'appelle Golden 80s. Et Golden 80s est sur arte.fr depuis peu. Et alors, c'est un film qui est incroyable, enfin, comme à peu près tous les films de Chantal Akerman, mais parce que c'est un film très pop. Et donc, sur une période, les années 80, qui en plus est totalement en revival actuellement dans la mode, qui est très fantasmée par les jeunes. Moi, les jeunes de mon dernier terrain, ils étaient « Waouh, t'as vécu les années 80 comme si c'était fabuleux », alors que moi, c'est mon enfance et que bon, je trouve que c'est vraiment pas possible les années 80. Donc il y a un côté comme ça très pop, pastel, c'est une comédie musicale. Donc ça a l'air très léger et en fait, il y a tout dedans. Il y a le dépit amoureux, la jalousie, la domination masculine, la violence, le couple comme enfermement, la sortie de la jeunesse, le fait de se ranger. C'est incroyable ce film, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je le conseille. C'est pas particulièrement sur la jeunesse, mais c'est sur la fin de la jeunesse et justement sur qu'est-ce que ça fait de devenir vieux. Il y a aussi le désir, la sexualité d'une femme plus âgée, le retour à l'amour de jeunesse, enfin voilà. Donc je conseillerais de voir ce film qui ne va pas rester éternellement en accès gratuit, donc il faut en profiter. Merci beaucoup Isabelle Claire. Merci à vous, beaucoup.
C'est la fin de l'épisode 106 des Couilles sur la table avec la sociologue Isabelle Claire. Merci beaucoup à elle. Je vous redonne le titre de son dernier livre, Les choses sérieuses. C'est paru aux éditions du Seuil en 2023. Je vous recommande vraiment cette lecture, même si vous n'avez pas l'habitude de lire de la sociologie, c'est un ouvrage assez accessible. Et j'ai d'autres recommandations à vous faire autour des relations d'ados et de jeunes adultes. D'abord le film Une histoire d'amour et de désir de Leila Bouzid. Ensuite le roman Normal People de Sally Rooney. Il y a une très belle édition collector qui vient de paraître en poche aux éditions du Point. Et enfin la mini-série Terrain sensible d'Aurélie Meymon, Daphné Cholet, Nicolas Lopez et Emma Benestan qui est disponible gratuitement sur Arte. On vous met toutes ces références et celles qu'on a citées pendant l'entretien dans l'article qui accompagne cet épisode. Si cet entretien vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des commentaires et à nous écrire sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis sur cet entretien. Vous pouvez nous écrire et nous mentionner sur Instagram ou à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Les Couilles sur la table est un podcast créé par Victoire Tuaillon et produit par Binge Audio. Je m'appelle Naomi Titi, j'ai préparé, mené et monté cet entretien. Paul Berthiaud s'est occupé de la prise de son, Elisa Grenet était à la réalisation. À la production, l'édition et la communication, c'était Marie Foulon avec le regard de Lise Niederkorn. Thomas Rozek est le rédacteur en chef de Binge Audio et Alban Philly, la directrice de production. Dans le prochain épisode, Talma Desta recevra Guillaume Vallet pour parler muscles et masculinité. Merci beaucoup pour votre précieuse écoute. On vous souhaite nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et on vous dit à bientôt.